T'avais la table derrière qui dit attends, mais t'es la fille du crayon devant Gad Elmaleh. Et après il fait oh mais c'est Gad Elmaleh. Mais en fait le mec m'avait reconnu avant Gad Elmaleh. Donc Gad Elmaleh me regarde en mode genre what the fuck. Le crayon global, je pense qu'on va faire 3 millions cette année de chiffre d'affaires. Okay. Et en vrai, on est content parce que c'est une deuxième vraie année d'activité d'agence du coup. Moi, je relance pas les clients, je fais un call avec eux, c'est eux qui viennent à moi. Je vais pas venir vers toi. Enfin, vraiment, je suis. Et peut-être que tu me dirais, c'est une grosse connerie niveau commercial. Je pense qu'il y a tellement plus de clients que j'aurais closé si j'avais un peu plus insisté. Il y a tellement de gens qui nous avaient dit si un jour vous levez, dites-nous. Enfin, en fait, c'est vrai que du coup, en 3 semaines, un mois, on avait levé 1 million. C'était hyper rapide. Plus on grossit, plus on énerve les journalistes. Okay. Parce qu'on n'a pas de carte de presse, parce qu'on n'a pas fait d'études de journalisme. Et en fait, du coup, ça rend fou les journalistes qui, eux, font des années d'études, sont mal payés parce que c'est comme ça que ça fonctionne en France. Et qui, du coup, là, voient des petits jeunes qui bossent comme des malades, montent un média qui fait plus de vues que la majorité des médias traditionnels qui existent aujourd'hui. Et eux sont trop vénères, tu vois. Vraiment, mon drive pendant très longtemps avec le crayon, c'était de me venger de... Je vais être très cash, mais en fait, je vous écrase et aujourd'hui, c'est moi qui décide ou non si je vous embauche. C'était le premier épisode pour une raison assez simple. C'est que je vous suis depuis le début de cette boîte, du coup. Donc, j'ai vu un peu vos débuts en 2020, je crois. Et je voulais justement un peu marquer le coup, tu vois, en gros, pour mon premier épisode et me dire, vu que je vous ai suivi, ton frère et toi, de base, Valorant et toi, majoritairement, je me suis même rendu compte que vous étiez associés après. Alors, c'est assez marrant. Mais pour le coup, je voulais marquer le coup un peu avec le crayon, parce que je trouve que ce que vous avez fait est plutôt assez incroyable. En vrai, pour un média, je pense que vous avez pris une place assez demandée, dans le sens où il n'y avait pas forcément beaucoup de place, j'ai l'impression, en tout cas sur cette verticale. Donc voilà. Ça fait très plaisir. Ouais. Du coup, ce que je te propose, moi j'ai l'habitude de démarrer les podcasts, c'est un peu comme ça. Donc ce que je te propose, c'est de te présenter comme tu souhaites. Comme ça pose une bonne base. Alors, je m'appelle Sixtine, j'ai 23 ans, j'ai cofondé donc, le Crayon Group, qui aujourd'hui est composé de 2 médias, donc le média Le Crayon, qui est devenu le plus gros média de débat digital. On fait des gros débats de société et on reçoit tous les bords politiques, tous les styles de pensée, tous les styles de leaders d'opinion, enfin, on reçoit vraiment de tout. À côté, on a racheté il y a un an, lorsqu'on a fait une levée de fonds auprès de Business Angel, on a racheté les Pépites de France, qui est le plus gros média sur le domaine du tourisme et du patrimoine en France. Donc, en gros, le concept, c'est de réunir les Français avec leur territoire en mettant en avant toutes les belles pépites qu'on a dans notre pays. Et en fait, pourquoi aller en gros à l'île Maurice quand tu as des endroits incroyables en France? C'est un peu ça l'idée. Avec une application où on a fait monter là jusqu'à 500 000 téléchargements, 25K de MRR, donc un truc qui tourne assez bien, on est assez content. Et on a à côté 2 agences, donc il y a un peu le pilier économique de notre boîte. C'est donc Le Pinceau, qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique, donc vraiment B2B, où dedans il y a un gros cercle de leaders d'opinion. En fait, tu connectes les entreprises de demain avec les leaders d'opinion d'aujourd'hui. Et une thématique par gros dîner. Et puis à côté, on fait de la stratégie digitale ou de création de contenu sur mesure pour des grosses boîtes. Et à côté, tu as le Surligneur, donc qui est l'agence que je gère, qui est notre agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise. On est nous-mêmes devenus, entre guillemets, des petits leaders d'opinion dans nos thématiques et on a vu la puissance de frappe que ça fait à la fois pour ton business, ta crédibilité, ta visibilité et évidemment le réseau. Et en fait, on sait exactement à quoi ça sert, comment le faire et pourquoi il faut le faire. Donc, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui pour les gros entrepreneurs. Okay. Même les plus petits qui veulent juste scaler plus vite parce que ça marche très bien, quoi. Ouais, le levier des RP est un énorme levier de croissance, en gros. Ouais, les RP aussi. Mais les RP, il n'y a pas toute typologie de boîtes qui peuvent en faire. Ouais. Non, il y a certains secteurs, ça ne sert à rien. Certaines cibles que tu vises, ça ne sert à rien de faire de l'RP du coup. Okay. Donc, RP, moi, à l'inverse, RP, je trie avec qui je travaille. Okay. C'est un peu contre-intuitif. Mais... Donc, c'est personal branding, si je comprends bien, c'est plus, beaucoup. Et puis RP, du coup, en parallèle. Et communication globalement, en fait. Ouais, c'est ça. Mais principalement ça. Ok. Et donc, toi, tu gères le surligneur dedans. Vous vous êtes répartis un petit peu les tâches dans le groupe? C'est un peu ça. En fait, au début, on touchait un peu à tout. Ouais. Après, on a vite compris nos forces, donc on était chacun sur les forces. Moi, au début, je faisais beaucoup de commercial, mais un peu pour toute la boîte. Il y en avait un qui faisait plus tout ce qui était finance et management d'équipe. Il y en a un qui gérait plutôt la vision et le marketing du groupe et l'autre qui gère un peu plus le média. Okay. Et en fait, aujourd'hui, on s'est répartis plutôt maintenant avec les business units. Donc, moi, je suis celle qui suis, entre guillemets, la plus douée pour le commercial. C'est mon truc, j'adore ça. Donc, je m'occupe du Surligneur, qui est l'agence qui, on va dire, aujourd'hui est celle qui a la plus grosse croissance financière, mais c'est aussi celle qui est là depuis plus longtemps. Okay. Le Pinceau, c'est mon associé Jules, parce qu'il est très connecté dans la créateur économie et il adore travailler avec des corporates, c'est vraiment son truc. Les Pépites de France, c'est plus mon frère Valorant qui le chapeaute, même s'il gère plus la vision et le marketing du groupe. Et Antonin, mon associé, gère le média, parce que lui, il a beaucoup plus un esprit créatif et édito qu'un esprit commercial. Donc ça matchait bien comme ça. Bien réparti pour le coup. Ouais, très bien réparti. Okay. Pourquoi vous montez le Crayon à la base? Comment vient l'idée? Comment tu rencontres les associés, en dehors de ton frère, évidemment? Alors, la vraie idée de base, c'est qu'en fait, je voulais rentrer à Sciences Po.
Ok. Moi, je suis une passionnée de politique. J'étais première de classe. Je trichais dans 2-3 matières stratégiques, mais j'étais quand même assez douée en cours. Juste une grosse flemmarde qui avait la flemme d'apprendre ses cours. Et je savais que pour rentrer à Sciences Po, en fait, moi, j'étais dans un lycée étranger en Suisse. Là-bas, il n'y avait pas de concours. Tu rentrais que sur dossier. Ok. Le problème, c'est que je me suis dit, j'ai beau être première de classe, il y a tellement de gens bons qui postulent à Sciences Po. Si je veux vraiment avoir une chance d'être prise, il faut que j'ai un truc en plus. Donc, je me dis, bah tiens, je devrais lancer un média. J'avais déjà constaté que moi, je parlais tout le temps de politique avec mes profs, j'en parlais jamais avec les gens de mon âge. Les gens de mon âge ne s'y intéressaient pas. En plus, à l'époque, il y avait, je crois, les élections européennes. Il n'y avait même pas encore eu les élections présidentielles, ou je sais plus, mais en gros, il y a eu j'avais la première fois qu'il y avait un aussi gros taux d'abstention auprès des jeunes. Moi, je le constatais bien autour de moi, donc je me suis dit, ok, bah, il faut lancer un média qui parle aux jeunes. Il n'y a aucun média qui parlait aux jeunes, ou en gros, un média où tu reçois tous les bords politiques. Okay. J'en parle avec Valran, qui faisait déjà l'entrepreneuriat, mais dans un autre domaine, qui était déjà en plus un peu le rebelle et l'exclu de la famille. Enfin, exclu, j'en rajoute, mais l'élève, ou enfin l'enfant où les parents étaient en mode trop dommage, il est genre brillantissime, mais il fera jamais de grandes études parce que en fait, il est pas fait pour l'école. Et bah, je lui dis, écoute, j'ai envie de faire ça, machin. Et il me dit, ok, mais alors dans ce cas-là, viens, on fait un média de débat, on reçoit vraiment tous les bords politiques, on fait tout, on est neutre politiquement, etc. Je suis en mode, ok, let's go. Valran code une application où, en fait, à la base, tu avais plein d'éditorialistes qui écrivaient des articles écrits sur l'application. Okay. Et on est monté en 6 mois à genre 10 000 téléchargements, ce qui en soit pas grand-chose, mais nous, à l'époque, nous paraissait énorme. Sauf qu'on s'est dit, il y a un problème, on va jamais réussir à faire scaler ça parce que on a une appli, donc on est sur le digital, mais on écrit des articles écrits dessus. Un concept qui fonctionne pas pour notre génération. Donc on s'est lancé en fait en janvier 2020 sur YouTube et on a fait un premier gros débat où visuellement ça ne ressemble à rien. Tu peux même réussir à insérer des images au montage qui était le gros débat sur le féministe avec Julien Rochdy et My Better Self, une féministe et un masculiniste. Le débat a fait genre en quelques mois plus d'1 million de vues, mais pour une chaîne YouTube qui a 5000 abonnés, c'est juste genre énorme, sans jamais rien publier. On n'a jamais rien publié et c'était vraiment des trucs organiques de fou parce que le fond était top, même si la qualité était pourrie. Ouais. Et après, au fur et à mesure, on a affiné la ligne édito, on a affiné la qualité. Dès qu'on avait un peu de revenus, on acheté des caméras. Enfin, on est complètement bootstrap là-dessus. Mais c'est comme ça que ça a vraiment commencé, en fait. Ok, hyper intéressant. Et puis, oui, et puis du coup, Jules et Antonin, pardon, mes deux associés chéris que j'ai oubliés, ils sont arrivés au moment où on avait lancé l'application. Et qu'à la base, ils écrivaient des articles, comme d'autres gens qui en écrivaient, sauf que eux, le projet leur parlait vraiment, ça les a vraiment plu. Ça collait hyper bien avec nous. Donc, en fait, on s'associait tous les 4 pour lancer officiellement le Crayon, on va dire. Ok, donc vous lancez avec un côté un peu média. Le tout début, c'est un studio, enfin, en proprement parler, vous mettez en place un studio un peu... Si dans ma chambre. Ah, ouais, bricoler ce que j'ai dit. On bricolait entre ma chambre et le mini-appartement de Valran. Trop bien, ok. Donc moi, j'avais littéralement plus de chambre. Quand j'allais aux toilettes en pleine nuit, vraiment, je me prenais des lampes en pleine tête. D'accord, ok. Genre, c'est pas une blague, tu vois. Okay. C'était un peu un enfer. J'avais plein de petits qui montaient dans ma chambre. Enfin, c'était hyper drôle quand tu y penses. C'est toujours ma chambre aujourd'hui, d'ailleurs, en plus. Maintenant, elle est enfin une vraie chambre. Et puis Valran, dans son mini-appart, pareil, on recevait des gens aussi là-bas. On tournait à l'iPhone. Enfin, bon, ça ok. Il y a un truc, du coup, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, mais comment tu fais pour inviter des gros politiques ou même des gens, parce que vous avez des gens assez importants assez vite, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je les ai vite vus. Et c'était quoi votre démarche pour réussir à avoir accès à ces gens-là, au final ? Je pense qu'au moment où on s'est lancé, il y avait vachement cette tendance il faut absolument aller sur le digital, il faut se mettre sur les réseaux sociaux, mais personne, enfin en tout cas les politiques, et les personnalités publiques qui ne sont pas de la même génération que nous ne comprenaient rien à ça. Donc que tu aies beaucoup d'abonnés ou pas, eux, en fait, je pense sincèrement, ne voyaient pas la différence. Okay. Juste se disaient, tiens, je vais toucher les jeunes, donc trop bien, je fais le truc. Mais en fait, ils ne savaient pas si ça allait faire beaucoup de vues ou pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup de politiques qu'on a réussi à avoir par le culot de tu les contactes, tu trouves leurs contacts, tu les contactes. Mais comme ils ne savaient pas vraiment à quoi correspondait le truc, ils disaient, oui, parce que tiens, on m'a dit qu'il fallait que je sois sur le digital, bah du coup, j'y vais. Et sans comprendre qu'en fait, on était un petit média. Je suis sûre que ça a joué sur beaucoup. Et après, quand tu arrives à recevoir un tel et un tel, tu dis aux autres que tu as reçu un tel et un tel et un tel. Et en fait, c'est plus facilement pour convaincre les gens parce que par ego, les politiques ont des gros égos. Et donc, de dire, attends, mais un tel a fait ça, il faut chier aussi. Ouais, ça fait échelle. Puis le fait aussi qu'on soit jeune, méga authentique, méga sympathique, on leur parlait pas en mode oh, bonjour monsieur, on était vraiment assez chill avec eux et tout, c'était assez marrant. Je pense qu'ils aimaient bien ça. Et qu'importe les bords politiques, à chaque fois, on s'entendait vraiment trop bien avec eux. Et je pense qu'ils nous recommandaient tout le temps aussi à d'autres gens du même environnement qu'eux. Je pense que ça a aidé aussi. Ok. Et ça, c'est une question que je me suis vachement posée parce que j'entends beaucoup dire que tu as des médias avec permission, tu vois, et des médias. Et vous êtes un peu le média qui a débarqué en mode sans permission. Enfin, on invite qui on veut et on se pose pas de questions. C'est très. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, ma vision, et j'ai l'impression que le média français est très bordé politiquement aussi, alors que vous avez complètement. D'ailleurs, c'est peut-être ça, mais casser ce truc, j'ai l'impression.
Non? Si, Ok. complètement. Ah, mais Ok. complètement. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, plus on grossit, plus on énerve les journalistes. Ok. Parce qu'on n'a pas de carte de presse, parce qu'on n'a pas fait d'études de journalisme, et qu'on est des créateurs journalistiques, on peut appeler ça comme ça. Mhm. Et en fait, du coup, ça rend fou les journalistes qui, eux, font des années d'études, sont mal payés parce que c'est comme ça que ça fonctionne en France, et qui, du coup, là, voient des petits jeunes qui bossent comme des malades, montent un média qui fait plus de vues que la majorité des médias traditionnels qui existent aujourd'hui. Et eux sont trop vénères, tu vois. Parce qu'en fait, ils ont un peu le seum. Et je peux comprendre à leur place, hein, mais j'aurais été trop énervée aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais après, on a pris un risque qu'eux n'ont jamais pris. Et donc, nous, ça a payé. Mais ça, aujourd'hui, ça énerve encore plus qu'avant les journalistes et les médias. Est-ce que tu dirais pas aussi qu'il y avait un point un peu lié au Covid? Est-ce que le Covid, ça vous a pas aidé aussi? Parce que tout s'est hyper digitalisé. Vous, du coup, vous êtes arrivé, si je me trompe pas, avec ce format genre en plein Covid. Donc, Si, je pense sincèrement. Ouais. Si, ça si. vous a boosté? Ouais, j'en suis sûre. Ça a dû aider. Ok, hyper intéressant. Et finalement, au bout de... Enfin, le crayon, tu estimes que ça a décollé tout de suite? Au bout de combien de temps vous estimez, vous mesurez? Parce que ta première vidéo, tu dis qu'elle fait 5 millions, mais je suppose que c'est jour J, elle est à 5 millions. Au tout début, vous prenez... Non, j'avais dit 1 million. Mais, Ah, 1 million, ok, pardon. oui, non, après tout confondu, ça fait beaucoup plus aujourd'hui. Mais sur YouTube, en tant que tel, je parle pas des autres réseaux sociaux, Ok, ça avait fait 1 million en 3 mois, tu vois, genre hyper vite. ok, donc vous Et c'est décollez énorme. vite, quand même. Ouais. Bah, Ok. Sur ça, après, t'as pas autant on a gagné beaucoup d'abonnés, mais pas autant que les vues que tu fais. Surtout YouTube, c'est l'un des réseaux sociaux qui est le plus long pour se développer. Donc voilà. Non, le moment où je me suis dit, OK, ça commence vraiment à bien marcher, je me rappelle, j'étais en fin de 2e année d'études. Et donc, c'était 2021, 22. Je sais plus, c'était 2021. Ok. Et 2021, 2022. Et pourquoi? Parce qu'on avait enfin nos premiers salariés. Ok. Nos premiers, c'était 2021, fin 2021. Bon, bref, c'est enfin nos premiers salariés. On commençait enfin à gagner un peu d'argent et le média commençait à être de plus en plus connu. Et Ok. on se faisait inviter dans les médias, principalement mon frère et moi. On avait développé en parallèle en même temps nos réseaux sociaux. Donc en fait, d'un coup, il y avait beaucoup plus de bruit dans l'écosystème et donc Ouais. ça a vachement aidé tout ça en même Vous temps. étiez identifié, quoi. Ouais. Ok. Ok, ouais, c'est intéressant. Mais un média, ça gagne pas vraiment d'argent, a priori. Enfin, sur Non. quoi, en fait? C'est Clairement pas... pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le groupe repose pas sur le média, c'est... Non, pas du Je tout. suis quasi certain. Après, on ne cherche pas à rendre rentable, enfin à faire exploser le média aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire qu'il est tout juste rentable, mais on pourrait abuser on refuse énormément de sponsors et d'affiliations, de collaborations, parce que si ça ne rentre pas pile dans la ligne éditoriale, on ne le fait pas. Et aujourd'hui, la ligne édito du média est beaucoup plus importante que de faire des collaborations pour le média. Et ça, on peut se le permettre, parce qu'à côté, on a les agences qui rendent tout le groupe rentable. Ouais. C'est le concept. Ouais, Du coup, ça fait qu'on n'abîme pas notre ligne édito, qu'on fait ce qu'on veut éditorialement, qu'on n'a pas de trucs qui nous empêchent de recevoir telle ou telle personne. On fait vraiment évidemment ce qu'on veut et ça va continuer et c'est pas prévu de s'arrêter. Ok, ouais, c'est intéressant. Et vous créez le surligneur à quand? Dès le début? Il y a 2 ans. Ok, donc 2022. Donc au bout de 2 ans du coup du crayon. Donc en gros, la strat, ça a été d'abord d'imposer, on va dire, le crayon, justement de prendre des permissions, en gros, d'une certaine façon, et puis de créer des agences, c'est ça? Ok. Alors complètement, mais en fait, il n'y avait pas de strat. Ok. C'est-à-dire que dès le début, on s'est pas dit tiens, on va faire ça, puis dans 2 ans, on va faire ça. Oui, oui. C'est dit tiens, on lance un média, on réussit à faire un peu d'argent en prodant des vidéos, mais on réalise que c'est un enfer ici. C'est juste trop chiant, tu t'occupes. La prod vidéo, c'est juste un enfer. Donc en fait, on s'est nous-mêmes développé sur les réseaux sociaux et en fait, on a vu à quel point c'était incroyable d'avoir un LinkedIn performant, un Insta ou un TikTok ou autre. Et qu'en fait, on était totalement capable de le faire pour les gens. On savait à quoi ça servait, pourquoi il fallait le faire et pourquoi c'était juste essentiel de le faire. Et en fait, on a développé en même temps l'offre. Mais c'est arrivé sur le moment. Enfin, en fait, tout ce qu'on a développé aujourd'hui, de la tête aujourd'hui, on calcule un peu plus. Et encore, on reste dans une mentalité hyper bootstrap. Dès qu'il y a une opportunité, on la creuse, on le fait. Mais on n'est pas dans une projection de tiens, dans 2 ans, on va faire tel truc parce qu'on sait que tous les 6 mois, il y a un truc qui change. Ouais. Tu pivotes tout le temps, tu peaufines des choses. Donc en fait, pour moi, de se projeter, à part te rassurer toi-même, ça va rien changer. Parce qu'en fait, à la fin, j'ai beau te dire dans 2 ans, on va faire ça. Je sais pas, est-ce que tu veux que ça va pas arriver? Oui. Donc en fait, à part pour se rassurer soi-même, ça sert à rien. Donc moi, je suis pas trop team, faut le faire, mais maintenant on le fait parce qu'on a des équipes et tout machin. Mais en vrai, ça sert à rien. De toute façon, globalement, c'est un très beau témoignage parce que c'est vrai que sur les premières phases de croissance, généralement, tout le monde a tendance à se prendre hyper la tête, à faire des rétro-planning, des BP, des machins, des trucs. Alors, oui, ça peut s'expliquer parfois, mais globalement, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose parce que tant que tu n'as pas d'équipe, tant que tu n'as pas de strat derrière, quand tu as un groupe, d'une certaine façon,
tu es obligé de répartir ne serait-ce que les gains, tu vois, Ouais. un peu de partout, comprendre un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc mettre en place une mini-stratégie. Mais ok. Et là, du coup, vous n'êtes toujours pas dans une logique de ok, comment on optimise les systèmes et un peu de strat quand même aujourd'hui. Si, on fait Ok. de la strat, mais beaucoup moins de projections à 1 an, 2 ans de Ouais, ouais. qu'est-ce que ce serait le client dans 1 an ou 2 ans. Non. Vous gardez un modèle On un peu hybride avance et ouais. sur les Et opportunités. voilà, c'est ça. On croit, on avance. Et on est déjà, là, en fait, ça dépend des enjeux de l'année. Là, on est en pleine année de structuration. RH, tu vois, enfin, même Ok. humaine. C'est tellement fatigant, épuisant et énervant que Bien sûr. t'as pas le temps de te dire. Tu vois, en fait, on est en pleine année d'hypercroissance et de structuration en même temps. Alors que la majorité des boîtes d'amis que je connais qui ont fait des hypercroissances, ils ne structuraient pas la même année. Mhm. Ils faisaient une hypercroissance et ils structuraient après. Nous, on a structuré en même temps que l'hypercroissance. Donc, on est rentable, etc. Mais on a des coûts monstrueux que tu n'anticipes pas. Heureusement qu'on est en hypercroissance, mais du coup, on a d'un coup embauché le double de personnes. Ouais. Après, tu dois gérer les êtres humains, les humeurs des uns et des autres. Moi, j'ai quasiment que des femmes dans mon équipe, donc entre les hormones des uns et des autres, les humeurs, les trucs, les machins, c'est un sketch, tu vois. C'est Ouais. hyper drôle. Enfin, moi, j'adore mes équipes, je bosse quasiment qu'avec des femmes, moi. C'est hyper drôle. Franchement, c'est une ambiance, quoi. Donc t'as J'entends. des trucs trop cool aussi, mais t'as quand même. Bien sûr, mais de toute façon, Beaucoup de gens à homme, gérer, femme, quoi. quoi que ce soit, Ouais, t'as mais des je trucs suis bien d'accord, complexes. Ouais. mais on a quelques mecs dans la boîte, moins Ok. de mecs, et les mecs, ça pose quand même moins de problèmes que les meufs. Sur nous, mais même, c'est débile, hein, et moi je suis la première, mais quand t'as, je sais pas, des poussées d'hormones, des jours où t'es de mauvaise humeur, tu fais un peu tes. Moi j'ai des filles, c'est un peu des drama queens dans mon équipe, et c'est trop drôle, mais c'est aussi ça qui fait leur génie. Là, les tâches, elles sont méga bonnes, c'est aussi lié à ce côté-là. Mais du coup, parfois, quand tout le monde est de mauvaise humeur en même temps, ça crée une ambiance trop drôle, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça J'adore. met l'ambiance. Ouais, ça met C'est bien. l'ambiance. Vous êtes combien là du coup dans On le est une groupe petite trentaine là. Ok, ouais, Donc ça ça commence commence à à être être beaucoup, ouais. pas mal. Ok. Bon. Trentaine. Toi, dans ton équipe, du coup, vous êtes combien sur Linéaire? On est 10-15. Ah, quand même. Tu représentes une bonne partie de. Ah, même mon équipe, on est celle où il y a le plus Ok. de gens. Ouais. Tu communiques sur les chiffres ou pas du tout? Juste pour comprendre un petit peu. Si, complètement. Ouais. Sur le Euh, crayon global et puis après un peu en répartition, juste pour comprendre un peu l'écosystème. Alors, le crayon global, je pense qu'on va faire 3 millions cette année de chiffre d'affaires. Ok. Et en vrai, on est content parce que c'est une deuxième vraie année d'activité d'agence, du coup. Donc, franchement, on aura fait le double l'année dernière. Je vais pas communiquer un chiffre précis, je vais plutôt communiquer des pourcentages. On va dire que le surligneur fait, on va dire, plus de 40% de ce chiffre d'affaires-là. Ok. Le pinceau, on va dire 30%, et les deux autres médias, à eux seuls, 30% aussi, Ok. cumulés. Ah, Mais c'est pas mal. après, je pense que dans 2-3 ans, ça va être amené à pas mal évoluer parce que les médias vont être de plus en plus rentables. Pépite de France, ça marche très bien. Les agences vont scaler plus ou moins, mais au bout d'un moment, il y aura des plafonds qu'il faudra trouver des solutions pour les dépasser. Ouais. Mais bon, on verra. Ça, c'est pour des enjeux pour d'autres années. C'est quoi la vision un petit peu? Même si tu me dis on projette pas particulièrement, mais t'as une Si, idée mais au on a une moins. vision, tu vois. non, on a une vision finale Ouais. qui est le fait d'être le plus gros groupe média de notre génération. Ok. Le plus gros groupe média digital de notre génération, dans le sens où en fait on a une thèse, c'est-à-dire qu'on développe ou on rachète des médias qui sont sur une thématique sous-exploitée en termes d'image de marque et de business model. Ce qu'on a fait avec les Pépites de France, qui est sur le domaine du tourisme et du patrimoine en France, méga Ouais. sous-exploité en termes d'image de marque et en termes d'audience, et ça marche méga bien à tous les niveaux et ça va continuer à scaler. Et tu as ça dans plein d'autres thématiques, hein, climat, RH, tech, ce que tu veux, et il n'y a aucun vrai gros média aujourd'hui dessus, peut-être un seul, il y a vachement de place, il y a énormément de business que les grosses boîtes demandent dessus, et en fait, il n'y a pas de gros secteurs. Et nous, je pense qu'on sera les mieux placés pour soit racheter des petites pépites qu'il faudra qu'on développe en plus avec nos capacités derrière, soit recommencer de zéro avec d'autres gens avec qui on s'associerait peut-être. Ok. Mais c'est ça le projet, ouais. Ok, intéressant. Mais du coup, un groupe média un peu sur le débat qui rachète les pépites de France, c'est quoi qui... Est-ce que j'ai vu une vidéo, c'est pour ça que je fais un peu... J'ai vu une vidéo de Valran qui explique, mais je voulais aborder un peu le sujet avec toi. Si j'ai bien compris, le mot-clé, c'est rassembler. Réunir. Un peu ça, réunir, ouais. Dans quel sens exactement? En gros, avec le crayon, tu réunis les jeunes de notre génération avec les médias et avec la politique, Ok. en faisant débattre des leaders d'opinion qui ne pensent pas la même chose, parce que là où on est dans une démocratie, la manière la plus saine de réunir les gens, c'est au travers du débat. Ouais. Et on voit bien que les extrêmes sont de plus en plus puissants, ils ne font exprès de pas se parler pour jouer ce jeu marketing, de scène théâtrale, mais en fait, ça devient un danger pour le pays. Aujourd'hui, on voit bien que la France, c'est de pire en pire à tous les niveaux, à cause de ça aussi, je pense. Et donc, nous, on trouvait ça important qu'il y ait une safe place, un endroit où les gens peuvent parler, se débattre, sans se couper la parole, de manière respectueuse sur des sujets de fond qui, en fait, touchent énormément de gens. Ok. Les Pépites de France, tu réunis les Français avec ton territoire.
tu aimes sincèrement ton pays, mais il y a plein de pépites que tu ne connais pas et du coup, tu voyages à l'autre bout du monde. Je te dis pas qu'il faut plus voyager à l'autre bout du monde, mais il y a plein d'endroits merveilleux en France que tu n'as même pas idée. Et les pépites de France, ça met en avant ces merveilleux endroits. Ok. Culturels, touristiques, patrimoine, voilà. Le pinceau, tu réunis les grandes entreprises avec les grandes entreprises qui font le monde de demain avec les leaders d'aujourd'hui, les leaders d'opinion d'aujourd'hui. Des gens qui, à la base, ne communiquent pas ensemble parce que tu as toujours des agences qui font l'entre-deux. Mhm. Et avec le surligneur, tu réunis les chefs d'entreprise avec leur audience pour mettre en avant soit ce qu'ils ont appris, donc le côté impact, soit mettre en avant leur business qui peut aider soit leur propre business à eux, soit aider énormément de gens. Donc à chaque fois, tu as ce côté réunir qui est au centre de tout ce qu'on fait. Ok. Et dans tous les autres médias qu'on ferait, qu'on développerait ou qu'on rachèterait, il y aura aussi cette valeur réunir qui sera au centre de tout. Ok. Ouais, hyper intéressant. Ça paraît plus logique quand tu l'expliques. Ouais. Ouais, ok. Ok, et j'ai lu que du coup vous avez fait rentrer il y a 1 an, je crois. Vous avez fait une levée de fonds, ça, si je ne me trompe pas. En même temps que les pépites, c'était. C'était fait exprès. On a levé pour acheter les pépites, ouais, bah, sinon on c'était n'aurait ma pas question. levé. Ok. Pourquoi vous n'auriez pas levé? Parce qu'on n'avait pas besoin de lever. On est Ok. rentable, bootstrap rentable, donc on n'aurait pas eu besoin de lever. Ok. Et vous levez auprès de Kima et d'autres, c'est ça? Non, Non, pas Kima, pas Kima, pardon. Xavier Niel directement. Ok. Donc pas par Kima. Lui Ok. directement, Je savais par le fonds du bien commun, qui est l'un des fonds de Pierre-Édouard Sterrin, Ok. le fondateur de Smartbox et de plein d'autres boîtes géniales. David Layani, celui Ok. qui a fondé One OnePoint Point, et ouais, je vois plein très d'autres bien. projets. Mhm. Après, tu as des entrepreneurs comme Andrea Ben Saïd, Alexandre Ling, le fondateur de Tudigo, Jérémy Bendayan, le fondateur du groupe Jaws et de Splasher, qui est un peu plus connu, Émilie Daversin, la fondatrice de VO2 Group. Tu as plein après d'entrepreneurs qui ont investi aussi à différents montants. Trop bien. Et en fait, on a levé, en fait, on a fait un mélange de potes, gens qu'on admirait et qu'on respectait, un peu un mélange de tout. En fait, un truc qui ressemble au crayon. Mais vous avez levé pour le kiff, un On petit a peu, levé en fait. Pour racheter les pépites, pour acheter mais les pépites. avec des gens. Quand je dis pour le kiff, c'est avec des amis, des proches ou des gens Oui, d'une certaine façon. parce qu'en fait, il fallait aussi qu'on lève rapidement pour racheter l'autre boîte, parce que l'autre Ouais. boîte qui devait absolument se vendre vite. Donc en fait, Ok. on avait un enjeu de rapidité et on s'est dit, il y a tellement de gens qui nous avaient dit, si un jour vous levez, dites-nous. Enfin, en fait, c'est vrai que du coup, en 3 semaines, un mois, on avait levé 1 million. Quoi. C'était hyper rapide. Ok, pratique. Pratique. Ok, trop bien. Je vais revenir un petit peu sur les débats que vous avez pu avoir. J'ai vu que toi, tu avais participé à pas mal de trucs. Je crois qu'au début, vous êtes un peu, même dans la ligne éditoriale, vous êtes un peu séparés des rubriques, non? J'avais eu l'impression que toi, tu faisais certains débats, Jules d'autres, si je me trompe pas. On a Ouais. chacun un peu aussi, à titre perso, nos combats et Ok. nos sujets de prédilection. Toi, Jules est très, très porté sur l'écologie. Ok. Donc forcément, tout ce qui va concerner l'écologie, ça va être plus à son truc. L'entrepreneuriat, ça va plus être Valran, ou même les médias entrepreneuriat. Moi, pareil, entrepreneuriat ou les soft skills, ça peut être moi. Et tout ce qui est plutôt culture ou côté un peu artistique, enfin professoral, c'est Antonin. Ok. Donc, on se répartit un peu comme ça. Après, aujourd'hui, ouais, on fait un peu ce qui nous fait kiffer sans trop se dire qui fait quoi. Ok. Et comment vous faites pour, dans un débat, parce que tout à l'heure, tu parlais un peu de la place et de l'importance du débat, finalement, dans la société française qui est trop peu mis Ouais. en avant. Ça, je suis très aligné avec toi. J'avais fait monter une boîte, rien à voir avec un média, mais comme ça, enfin, avec cette vision, on va dire, à un moment. Donc, très aligné. Mais le débat, il est, comment dire, parfois un peu animé, on va dire. Comment vous faites, du coup, pour gérer, enfin, comment tu fais pour gérer un débat en plateau, etc. Ou est-ce que, parce que moi, en tout cas, tout ce que j'ai vu, j'ai eu l'impression que vous maîtrisiez quand même Ce vachement la qu'on fait situation. chez nous, Ouais. en fait, on a des règles. Ok. Comme un match de foot. Hmm. Tu as des cartons si tu coupes X fois la parole à quelqu'un. Tu as droit à que on équilibre le temps de parole. Tout ce que tu dis, si c'est pas sourcé par toi-même, mettons, je sais pas, n'importe quoi. J'affirme un truc, mais je te dis pas ça vient de tel et tel truc. Oui. Tu te prends un carton. Ok. Et donc, tu as pu parler pendant 3 minutes. Enfin, on s'est mis avec une règle avec des mi-temps. On a gamifié un peu le truc à la façon YouTube. En rendant vachement. On fait beaucoup de parallèles avec le monde du sport, nous, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend. On est très Ok. comme une équipe de foot. Et dans tout ce qu'on fait. Donc, même, du coup, on a gamifié un peu comme un match de foot les débats qu'on fait. Ok. Et ça permet d'avoir un truc assez équilibré, respectueux. Les gens se coupent pas la parole. Donc, nos débats aujourd'hui sont beaucoup plus quali qu'au début. Au début, on n'avait pas de règles. Donc, forcément, il y avait quelqu'un qui essaie de tempérer, mais c'est pas évident. Tu vois. Tu m'étonnes. C'est qui l'invité qui t'a le plus marqué? Marqué dans quel sens? Ouais, c'est une bonne question. Parce que En je vrai, vois pas qui j'ai- m'ont marqué ouais. de façon différente. En fait, j'ai un peu les deux sens. Dans le sens, qui c'est qui t'a le plus marqué dans le sens positif, qui t'a le plus impressionné, on va dire, avec qui t'as eu le débat le plus animé, ou limite ça t'a impressionné, même ce serait intéressant, quelqu'un par exemple avec qui t'as pas du tout d'aspiration, ou tu vois, t'es pas forcément d'accord avec lui, au final ça t'a surpris. Et dans l'autre sens, du côté très négatif, quelque chose qui s'est très mal passé. Dans les deux sens en fait.
Alors, vraiment débat. Hein. Donc, c'est pas forcément celui que j'ai le plus apprécié, mais celui qui m'a le plus impressionné, c'est Juan Branco. Ok. Qui est quelqu'un qui est très politiquement à gauche, qui est très un peu un révolutionnaire dans l'âme, qui est un avocat de profession, qui en gros vient d'une éducation élitiste et qui critique ça. Et c'est quelqu'un que j'ai interviewé moi-même. Et j'avais été passionnée parce que je suis en profond désaccord à titre personnel avec tout ce qu'il disait. Mais j'étais impressionnée parce qu'il explique ses arguments et sa thèse d'une manière tellement calme, tellement sûre de lui et très juste d'un certain point de vue que ça m'avait fait flipper en fait. Parce que je me suis dit, putain, mais mec, on n'est tellement pas d'accord. Pour moi, ton discours est tellement dangereux pour la société. Mais le problème, c'est que plein de gens qui ne comprennent pas grand-chose, ou qui sont perdus, ou qui sont facilement influençables, écoute un mec qui parle aussi bien, tu comprends pourquoi il y a autant de gens qui votent d'un extrême ou d'un autre aujourd'hui. Et ça m'a fait flipper pour le pays. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation où, oui, j'ai pu me cultiver, j'ai pu me renseigner sur plein de choses. Voilà. Tu as des gens qui n'ont pas... Aujourd'hui, qu'Internet, tu peux avoir accès à tout, mais à l'époque, il n'y avait pas accès à tout. Et tu peux facilement te faire avoir. Et là, je me suis dit, waouh, je comprends pourquoi les extrêmes sont aussi puissants, en fait. T'as des gens qui juste parlent méga bien et, genre, dans un sens comme dans l'autre, on dirait un peu, genre, Palpatine dans Star Wars, tu vois. D'un côté, ça m'a un peu flippé. Mais du coup, aussi, une grosse admiration sur ça, de respect, de bravo, le gars est quand même très doué. Ça, y a rien à dire. Donc, ça m'a vachement impressionné. Et puis, c'est d'ailleurs la vidéo YouTube la plus vue de la chaîne. Et elle est vraiment cool. Mais elle date il y a longtemps, mais elle est cool. Et là, mon pire débat, c'était avec une femme qui s'appelle Solveig Galloin, qui est une antispéciste pro-protection animale, mais de manière vraiment too much. Pour elle, la vie d'un moustique vaut autant que la vie d'un être humain. D'accord. En gros, pour résumer en une phrase. Et c'est une femme qui, à la fois, je pense, en joue beaucoup. Dès qu'elle peut crier, elle crie. Elle avait fait beaucoup de buzz sur les plateaux de TPMP de Hanouna parce qu'elle criait dès qu'elle pouvait crier. Enfin, c'est une femme, si tu lui donnes l'opportunité où elle peut s'exciter, elle va s'exciter. Sauf que moi, le but, c'est de t'écouter, t'exprimer sur ce que tu dis. Mais je m'en fous que tu t'excites. Je suis pas un média de buzz. Moi, je suis un média de fond. Donc, je l'avais reçue. Et en fait, quand j'étais méga prête pour la défoncer. Et en fait, mon associé Antonin m'a dit avant l'interview, non, en fait, essaie de faire en sorte qu'elle ne crie pas. Et donc, je passe une interview, j'avais méga préparée, à m'adresser à elle comme si j'étais un enfant de 3 ans qui posait une question à un enfant de 3 ans de la manière la plus douce et gentille possible pour éviter qu'elle puisse avoir une justification pour s'exciter. Et elle faisait tout, elle me rentrait dedans. Dès que je posais une question, moi, je lui disais, donc pour vous, la vie d'un être humain vaut autant que celle d'un moustique ou je sais plus quel animal j'ai dit. Elle me regarde, elle me dit, mais comment vous pouvez me poser une question pareille? Vous êtes un monstre, mademoiselle, tu vois. Mais genre un truc de fou. Et moi, j'étais hyper jeune à l'époque, j'étais en mode, what the fuck? J'étais en mode, je suis face à une femme qui est quand même... C'est un phénomène, tu vois, enfin, faut le faire. Et j'étais en mode genre, ok. Et dès qu'elle pouvait s'exciter, elle essayait de s'exciter, c'était assez chaud. Mais à la fin, ça s'est bien terminé. On avait même pris un petit verre avec elle en bas, dans la cuisine. Tu vois, et en fait, je pense qu'elle n'était pas prête à avoir des gens qui n'étaient pas là pour essayer de lui nuire, mais qui étaient plus là pour l'écouter. Et je pense qu'au début, elle ne s'y attendait pas trop. Et il y a pas mal de nos invités assez réac, assez extrêmes sur des positions. Arrivent toujours un peu méfiants, parce que je pense qu'ils ont l'habitude des médias et tout, et en fait à chaque fois repartent beaucoup plus chill, en mode mec, on n'est pas là pour te piéger en fait. Et ça m'a fait l'effet plusieurs fois avec certains invités. Mais c'est pas je garde pas les meilleurs souvenirs en termes de kiff, mais c'est ceux qui m'ont le plus marqué sur des aspects débat. Ok, et en termes de kiff du coup? C'était Gad Elmaleh. Ok, tu m'étonnes. Quand il est arrivé, c'était énorme. En gros, on avait déjà pris l'un de nos 2 bureaux qu'on a aujourd'hui, et il y a un endroit pour l'entrée. Quand il est arrivé, j'étais en train de bosser dans le salon et j'entends sa voix et t'as l'impression que t'as un film de Gad Elmaleh qui tourne. Parce que tu connais par cœur sa voix, mais tu l'as jamais vu en vrai. Et là, il arrive, il dit « Ah, comment ça va ?» Enfin, il est hyper un mélange de... Enfin, il est un peu comme il est dans La Vérité si je mens, mais vraiment le côté plus chill, cool. Et j'étais fascinée, j'avoue, j'étais fascinée. Un mec, je connais par cœur tellement de films qu'il a fait... C'était trop cool. Et après, ce qui a été incroyable, c'est que je suis montée on avait organisé avec lui une avant-première de son film sur les religions. Okay. Et j'étais montée sur scène avec lui pour faire un Q&A devant les gens. Et j'étais sur scène avec lui. Et c'était l'un de mes meilleurs souvenirs au Crayon. J'étais sur scène avec Gad Elmaleh. Et il taquinait. Il disait, vous connaissez le Crayon? Ah, vous connaissez le Crayon? Mais c'est incroyable, le Crayon. Qui connaît le Crayon ici? Ah ouais. Eh non, mais 16, non. Mais devant 400, 500 personnes. Et moi, j'étais en mode genre...
what the fuck, tu vois. Et c'était il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans. Et ça a été l'une des meilleures soirées que j'ai vécues avec le crayon. Et après, j'en ai resté en contact avec lui. C'était vraiment incroyable, très gentil. Voilà, c'était des gens qui te marquent, quoi. Gad Elmaleh, c'est quelqu'un de très vrai. Je trouve que quand tu le rencontres dans la vie, effectivement, tu vois, tu ressens bien ce que tu as aimé dans le film, dans le personnage que tu vois dans la vraie vie. Ouais. Moi, je suis du Maroc aussi, donc je l'ai croisé quelques fois, on va dire. Et pas dans ce genre de cas, on a échangé pas mal de fois, mais pas vraiment dans ce genre de situation. Et c'est quelqu'un où tu as l'impression qu'il est tout le temps dans un film, en fait. Enfin, dans son film, tu vois, avec toi. Ah, il vit... Et ce qui était hyper drôle, cette anecdote, c'est qu'avant, en gros, il fallait regarder le film et après, il arrivait pour poser des questions. Moi, il m'écrit, il me dit, écoute, je suis déjà là, il restait 30 minutes de film. Moi, j'avoue, je m'en fiche. Enfin, je me fichais pas du film, mais j'étais en mode, bon, bah, je me ferai dans un café avec Gad Elmaleh, voilà. Ouais, donc, on va à côté du cinéma dans un café. Il était avec quelqu'un d'autre à ce moment-là, et bref, on était tous les trois. Et t'avais la table derrière qui dit, attends, qui vient nous voir et qui dit, ah, mais t'es la fille du crayon devant Gad Elmaleh. Et après, il fait, oh, mais c'est Gad Elmaleh. Mais en fait, le mec m'avait reconnu avant Gad Elmaleh. Donc, Gad Elmaleh me regarde en mode genre, what the fuck, parce que je pense que lui était un peu pas caché, mais il avait mis une casquette, il avait mis une écharpe, parce que tu le vois passer dans la rue, enfin tout le monde le regarde en mode what, enfin tu sais, bref, c'est assez marrant. Et le gars était encore plus choqué, et j'étais en mode genre des gens qui ont pris des photos du coup après avec Gad Elmaleh et nous, ils prenaient des photos avec les deux, genre le crayon et Gad Elmaleh, et j'étais en mode genre c'est Gad Elmaleh, enfin il est pas plus stylé, tu vois. Et bref, c'était des petits moments qui non mais tu m'étonnes, c'est incroyable. Qui donnent du sens, à ce que tu fais. Mais justement, il y a un truc qui est hyper intéressant. Je trouve que de toute façon, c'est clair, tu as un personal branding qui est super fort. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas me dire oui, parce que c'est un peu ton business, mais est-ce que tu estimes que c'est vraiment un indispensable? Ah ben, je le dis pas parce que c'est mon business. J'en ai fait un business parce que c'est indispensable. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. Okay. Mais oui, j'ai l'habitude. Non, je rigole. Oui, tout, mais... Non, mais oui, dire que nous, on a développé ce business-là parce qu'on avait d'abord testé sur nous-mêmes. On l'aurait jamais fait sinon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a développé, parce qu'on savait exactement à quoi ça servait, pourquoi il fallait le faire. Enfin, moi, aujourd'hui, le nombre de clients certains clients que j'ai depuis bientôt 2 ans, c'est toujours un client. Et ça a clairement changé une grosse partie de leur business. Okay. Moi, ça m'a changé ma vie, sincèrement. Pro comme perso. Je le dis ouvertement, ça m'a permis d'ouvrir des portes, de rencontrer des gens méga connus, d'avoir accès à des trucs que j'aurais jamais eu accès sans. Ça, je l'assume complètement. Mais moi, tu vois, genre, je m'occupe d'une commerciale dans ma boîte. Ça fait depuis 1 an et demi que je ne fais plus aucune prospection. Ok. Donc, genre, littéralement, ça m'arrive de temps en temps d'envoyer un petit message à quelqu'un si vraiment je trouve ça kiffant ce que la personne fait, mais parce que je suis tombée par hasard dessus. Je vais pas faire même des recherches, tu vois. Et j'ai que des messages d'inbound. Parce que je suis constamment une vitrine de mon propre service. Ouais, c'est clair. Et en fait, on devient aujourd'hui l'une des plus grosses agences, même je pense la plus grosse agence de personal branding, mais parce qu'en fait, on est les seuls à être les propres exemples de leurs propres services sur le marché. Oui. Donc, tu es convaincu quand tu... Bon, après, outre le fait que je pense qu'il y a plein de clients qui nous recommandent, que ça se passe quand même toujours quasiment hyper bien avec nos clients. Donc, bon, voilà, aussi, je pense que ça aide. On va pas faire genre que c'est que les réseaux, enfin, que les abonnés. Mais le fait aussi que tu publies du contenu intéressant et que des gens, ça leur plaît, ça prouve que tu racontes, que tu sais quand même ce que tu fais, tu vois. Complètement, tu sais de quoi tu parles. Donc, pour moi, c'est primordial, le personal branding. En fait, ça te fait croître plus vite, ça te fait avoir du business plus vite, ça te fait ouvrir des portes plus vite. Donc, vraiment, pour crédibilité, visibilité, business et réseau, c'est 20 sur 20. Ok. Mais bref, du coup, comment tu structures aujourd'hui? Genre, par exemple, si moi, je veux bosser avec le surligneur, tu me proposes quoi? Je suppose que ça dépend, mais... Ah non, c'est pareil pour tous les clients, en plus. Okay. Encore mieux, standardisé. Ouais, vraiment. En fait, c'est pour ça qu'on peut avoir n'importe quel type de thématique de boîte sur tu vois, LinkedIn ou les réseaux sociaux, là où RP non, mais le reste si, parce que c'est la même manière de faire. En gros, on fait toujours un call onboarding. En fait, tu prends un maximum d'infos sur la personne, tu définis un nombre de postes par semaine, donc par mois, tu trouves ça te fait, en fait, après, tu as la stratégie, machin, tu trouves les idées de sujet de poste que tu fais valider à la personne, tu écris les postes. Et on a 2 grosses valeurs ajoutées, c'est que moi, j'ajoute après les personnes dans un groupe de réseau que j'ai, où je mets mes clients dessus, des amis entrepreneurs, et en fait, tu as un gros partage de réseau où à la fois tu as des apéros tous les temps de temps où les gens, ça les permet de se connecter, donc en fait, tu as beaucoup de business qui se crée entre plein de gens, parce que tu as des gros profils dedans. Le côté où en fait, tu envoies le lien de ton post LinkedIn dedans, donc en fait, les gens se like entre eux et donc apprennent à se connaître sans vraiment se connaître d'abord, donc quand ils se rencontrent, ils se connaissent déjà un peu. Et le côté où en fait, évidemment, tu crois plus vite, mais tu crois auprès du coup d'écosystèmes qui sont déjà qualitatifs, parce que c'est des gens quali qui interagissent avec toi sur les réseaux sociaux, sur tes posts. Donc en fait, ça te crée une bulle de à la fois contenu quali, strat quali, et en même temps du réseau, qui en fait est la valeur ajoutée qu'on offre à nos clients, mais qui en fait est pas du tout négligeable dans l'accompagnement. Et c'est pour ça qu'en fait, on bat la majorité de nos concurrents, et c'est pour ça que moi j'adore pendant des calls. Moi, ça m'arrive plein de fois dans des calls, j'ai des gens qui me disent je regarde plusieurs agences et tout, mais moi je leur dis attends, mais va voir telle et telle agence. Genre, je leur donne vraiment le nom de mes concurrents. Parce qu'en fait, bon, après aussi, je suis pas en quête de clients, donc ça aide. Mais je suis dans un mode,
quitte à ce que tu ailles voir des concurrents, enfin, va voir des gens, moi-même, je sais qu'ils sont à peu près bons. Genre, me perds pas de temps. Même pour ça, perds pas de temps. Parce que ça m'arrive plein de fois où j'ai des clients, peut-être que je les signe pas à ce moment-là, ils vont travailler chez des concurrents. 6 mois après, ils reviennent à la maison, direct. Ça m'est arrivé. Vraiment, genre plus de 10 fois. Plus de 10 fois, là, en 2 ans. Donc, j'ai l'habitude. Bon. C'est pour ça, en fait, je suis tellement convaincue par la pertinence du truc, par à quel point on est vraiment bon dans ce qu'on fait, que je suis pas là. Moi, je relance pas les clients, je fais un call avec eux, c'est eux qui viennent à moi. Moi, je vais pas venir vers toi. Enfin, vraiment, et peut-être que tu me dirais, c'est une grosse connerie niveau commercial. Je pense qu'il y a tellement plus de clients que j'aurais closé si j'avais un peu plus insisté. Mais à la fin, au moins, j'ai quasiment aucun client qui arrête de bosser avec moi parce qu'au moins, quand ils travaillent avec moi, je suis sûre qu'ils veulent travailler avec moi. Et c'est aussi beaucoup plus facile à gérer en opérationnel, ça crée beaucoup moins de problèmes. Moi, je trouve pas que c'est une connerie, au contraire. Tu vois. Mais je pense que c'est une connerie d'un point de vue business. C'est une connerie, je devrais, je le sais, mais moi, je devrais relancer un peu plus. Je le fais même pas une relance, genre vraiment, je suis dans l'abus. Hein. Mais... Oui, mais c'est parce que t'as le choix. En fait, c'est parce que tu sais que t'as le choix. Bien sûr. C'est un peu la place du roi, on va dire. C'est pour ça que tu le fais. Mais globalement, c'est une connerie, c'est pas une connerie. Ça dépend de la vision. Tu vois, moi, j'ai des dirigeants avec lesquels je bosse qui me disent moi, je veux une boîte qui va faire 1 million, peut-être 2 millions, qu'on soit 5, théoriquement. Et puis voilà, et puis on s'arrêtera là. En général, ça change à partir du moment où ils commencent à faire 1-2 millions. Mais globalement, des fois, t'as un peu cette vision-là, donc ça dépend. Mais hyper intéressant. Ok, bah écoute... moi, je pense que... Ah non, j'ai pas fait le tour. J'ai un point que j'aime beaucoup aborder. J'ai 2 points encore qui vont plus s'intéresser au perso. Finalement, vous avez eu quand même une très jolie croissance. Moi, je m'intéresse toujours à l'équilibre un petit peu, tu vois, qu'il y a vie pro, vie perso. Généralement parce que je pense que cette croissance, tu me dis si je me trompe ou pas, mais généralement, ça nécessite beaucoup d'investissement, même dans le perso. Donc, on tire un trait sur certaines choses. Ça dépend, en général. Ma question, du coup, c'est... comment, concrètement, toi dans le perso, est-ce que tu as eu le sentiment de tirer un trait sur ta vie perso pendant du coup que tu as eu cette hyper croissance pro, ou est-ce qu'au contraire, pour toi, c'est une forme de don, tu vois, que tu as fait à ta vie pro, ou au contraire, ça t'a créé personnellement? Les deux. Alors aujourd'hui, j'ai un bon équilibre vie pro, vie perso, mais du coup, moi, en fait, tu as 5 piliers dans la vie. L'amour, famille, amis, loisirs et travail. Tu ne peux pas être présent et être bon dans les 5 piliers en même temps. C'est physiquement impossible. C'est certain, oui. Pour être vraiment bon dans un de ces 5 piliers, tu ne peux qu'en privilégier que 2 en même temps. Aujourd'hui, je privilégie l'amour, ma vie amoureuse, et mon travail. Donc ça fait que je ne vois très très peu mes amis. J'ai de la chance, c'est que je travaille avec des amis. Je travaille avec des gens qui deviennent mes amis ou qui sont des amis. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un dîner par semaine, pas tout le temps, mais quasiment toutes les semaines, que je fais avec ma bande d'amis, qui sont en fait des gens que j'ai rencontrés dans l'entrepreneuriat, qui sont devenus des très bons amis. Il y a mon frère dedans, même mes associés, on passe notre vie ensemble, et plein d'autres gens. Et sinon, le reste du temps libre que j'ai, littéralement, je me repose. Genre, je dors, c'est pas une blague. Je dors, je regarde des séries, je me repose, je fais du sport, et je passe du temps avec mon conjoint. C'est le seul truc que je fais quand j'ai du temps libre. Je n'ai plus le temps de voir mes amis, donc de temps en temps, on fait des grosses soirées, ce qui me permet de voir plein d'amis en même temps dans un seul et même endroit, donc ça me permet toujours de garder un lien. Après, j'ai un truc qui m'aide, c'est que mes amis les plus proches n'habitent pas à Paris, à part mes associés, je veux dire, mais mes autres amis les plus proches, mes meilleurs amis n'habitent pas à Paris. Donc ça me permet de ne pas avoir ce truc de je leur dis souvent non ou je dois constamment les voir. J'aurais envie de les voir, mais au moins j'ai pas... elles sont pas souvent à Paris. Et donc en vrai, quand on se voit, c'est un week-end entier ou c'est des grosses vacances, donc c'est très quali. Et c'est des amis, et tu peux ne pas les voir pendant 1 an, 6 mois, ça toujours la même chose. Que tu écris souvent, tu fais des vocaux, tu appelles souvent, mais donc j'ai pas besoin de me dire là, il faut que je consacre du temps à ces gens-là parce qu'ils habitent pas à Paris. Donc j'avoue, ça aide, sincèrement. Mais après, mon frère aîné, ma mère, je les vois pas tout le temps. Bon, ma mère, souvent, elle est quand même à Paris de temps en temps, mais bon, voilà. Mon frère aîné, je vois pas souvent. Donc ma famille, bon, c'est pas un truc que je mets. Après, je passe avec mon frère, donc tu vas me dire, voilà. Et sinon, loisir, je mets le sport dans le loisir. Donc en fait, c'est de compartimenter des trucs ensemble, mais j'ai très peu de vie sociale en dehors de mon taf, mais j'ai tellement grosse vie sociale dans le taf que limite le week-end, je suis ravie de plus avoir de vie sociale. Et pourtant, je suis une grosse extravertie, mais j'ai l'impression de devenir introvertie en fait les week-ends. Ça me saoule, genre en fait, je m'ennuie de plus en plus vite avec les gens. Ça me fait peur. J'ai 23 ans, donc je me dis merde, ça va être quoi? Genre des gens avec qui j'adorais passer du temps. Aujourd'hui, j'ai plus envie. Genre, je m'ennuie profondément. Et ça m'inquiète un peu, j'avoue. Mais aussi parce qu'il y a des décalages peut-être entre la vie que tu mènes, tu vois, au quotidien. Oui, il y en a, mais pourtant, c'est des gens avec qui j'aurais adoré parler de plein de sujets. Aujourd'hui, ça m'emmerde, quoi. Et sincèrement, je m'inquiète. Mais bon, j'espère que ça va se résoudre avec les années. Mais... On parlait de personal branding tout à l'heure. Juste pour la petite histoire, moi, j'ai engagé du coup une brand strat pour ma boîte et elle me fait bosser sur des rubriques
tous les mois, en gros, je dois faire une vidéo, etc., avec un thème. Donc, une vidéo YouTube, c'est un peu une espèce de vlog, etc. Et en gros, ça tourne toujours autour d'une question. Et donc, je me suis promis, un peu dans le cadre de ce vlog, de te poser cette question, même si on en a un petit peu parlé, parce que moi, j'ai répondu avant, en gros, à la question. Et l'idée, c'est de faire interagir plutôt, tu vois, les gens avec qui je discute autour de cette question. On en a un peu parlé, mais du coup, ça va plus aller dans qui tu étais quand tu étais petite. En gros, c'est est-ce que tu peux me raconter ton parcours, la question, et ce qui t'a conduit à être là où tu es aujourd'hui. Donc, on a beaucoup parlé de là où tu es aujourd'hui. La question, du coup, moi, tu m'as un peu parlé aussi de comment. Enfin, tu me disais que tu étais dans une école en Suisse, etc. Mais moi, ce que j'aimerais un petit peu savoir, c'est du coup, d'où tu es parti, concrètement, de quel type d'enfant tu étais, tu vois, et puis ce qui t'a amené, du coup, concrètement, à être là où tu es à 23 ans, à la tête du crayon. Moi, je suis une enfant, je suis la dernière d'une fratrie. Ok. J'ai 2 grands frères, je suis la seule fille. J'étais un garçon manqué quand j'étais plus jeune. J'étais quelqu'un de très dur avec mes frères, quand j'étais toute petite. Hein. J'étais très dur avec mes frères, j'étais assez peu empathique, j'étais beaucoup trop rationnelle et un peu méchante. Avec Ok. mes frères. J'avais 5 ans. Hein. Mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Et là, je suis devenue, à l'inverse, hyper sensible, hyper empathique et même un peu fragile parce que je n'arrivais pas à contrôler mes émotions. Ok. J'ai pris énormément de poids de mes 8 ans à mes 15-16 ans. Ça a été très, très difficile parce que les gens se moquent de toi de manière injuste et tu ne sais pas pourquoi. Et ça a été rejeté socialement. Ouais. Déjà, j'étais beaucoup plus en avance que les gens sur mon âge. Donc en fait, déjà, je parlais de sujets qui ne les intéressaient pas, donc je devais jouer un rôle pour leur plaire, mais donc eux, je pense, ressentaient que c'était pas naturel. Et en plus de ça, j'étais en surpoids, donc tu te faisais exclure par les autres. Ça a été très très difficile, mais ça m'a beaucoup forgé parce que du coup, ça m'a donné un énorme drive. Genre, c'était vraiment mon drive pendant très longtemps avec le crayon, c'était de me venger de ces gens-là, de montrer à ces gens-là qu'en fait. Je vais être très cash, hein, mais en fait, je vous écrase et aujourd'hui, c'est moi qui décide ou non si je vous embauche. Et je dis ça à moitié rigolant parce qu'il y a eu pas mal de gens qui m'ont critiqué, qui là, les 3-4 derniers mois, m'ont écrit pour postuler au crayon. Ok. Lunaire, avec des j'admire ce que tu fais, je sais pas si tu te rappelles de moi, cordialement. Des gens qui m'avaient bully en primaire ou au collège, tu vois. Et moi, j'étais en mode genre, what the fuck, genre, j'avoue, j'étais pas prête. La roue, ça change beaucoup. C'est assez drôle. Mais sinon, donc voilà. Donc en gros, j'étais un enfant qui est vraiment l'a très mal vécu. J'ai très mal vécu le divorce de mes parents. J'ai dû vachement soutenir ma mère. Donc je suis quelqu'un qui a beaucoup vécu pour les autres avant de vivre pour soi. Ok. Et c'est quand justement j'ai déménagé en Suisse que ça m'a sauvée. La première année a été horrible en Suisse, mais à partir du lycée, j'ai adoré. J'ai enfin trouvé ma place. J'étais devenue déléguée de classe, responsable des élèves. Donc je suis passée de la fille la moins populaire à la plus populaire de l'école, élue partout dans tous les trucs qu'il fallait, pote avec les profs. J'étais enfin bien quelque part, donc j'ai évidemment naturellement perdu un peu de poids. C'était pas encore un truc de dingue, mais c'était déjà rien à voir avec quand j'étais plus jeune. J'ai jamais été énorme, mais j'étais vraiment surpoids, c'est le mot. Et après, j'ai commencé à vouloir. Moi, j'ai un énorme esprit de compétition. Dans tout ce que je faisais, il fallait que je sois la première ou dans les premiers. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'étais tenue première de classe, donc je trichais dans quelques matières, mais moi, il fallait que je sois première de classe. Aussi parce que je voulais que ma mère me foute la paix, mais aussi parce que j'avais cet esprit de compétition. Et puis, du coup, après, j'ai voulu rentrer à Sciences Po pour faire plaisir à ma mère, et en fait, c'est là où j'ai décidé de monter de crayon, et ainsi de suite. En fait, je suis vraiment la définition de Bill Gates dans le côté donne quelque chose de compliqué à un flemmard, il va te donner la manière la plus rapide et intelligente de le faire. Okay. Je suis vraiment cette définition-là. J'arrivais toujours à mes fins, mais de la manière la plus rapide et smart de le faire. Donc oui, parfois, il fallait tricher pour le faire. Bah ouais, je trichais. Mais au moins, j'étais première de classe. Okay. Et puis, donc, j'en suis arrivée à là. Et aujourd'hui, sincèrement, je suis passée à autre chose de mon passé parce que je fais beaucoup de sport, que j'ai atteint un point qu'il me faut. Aussi, le fait, c'est horrible ce que je dis et ça fait très cliché, mais quand j'ai commencé à beaucoup plaire aux hommes, ça aide. C'est assez horrible et comme quoi, en fait, la séduction est à la base de tout. Mais quand tu as autant été rejeté et que d'un coup, du jour au lendemain, tu te mets à plaire énormément aux gens, tu n'es pas habitué. Donc au début, tu cherches ça constamment. Après, voilà, aujourd'hui, tu t'en fiches, etc. Mais ça m'a aidé à avoir confiance en moi aussi. Donc j'ai travaillé sur plein de trucs pour avoir confiance en moi. Le sport a aidé beaucoup aussi. Et puis mon conjoint m'a vachement aidé, je pense aussi. Ça fait 5 ans que je suis avec lui, donc il a suivi tous les débuts du crayon. Et on s'est séparés une fois et en fait ça a été une énorme force émotionnelle qui m'a permis de pouvoir aussi prendre des risques dans le crayon.
Vous êtes séparés pendant le crayon? C'est arrivé dans le crayon. Ok. Ça met ensemble. Et ça m'a vachement aidé. Je pense que sans lui, j'aurais jamais été qui je suis aujourd'hui. C'est un entrepreneur? Non, pas du tout. Ok. Mais c'est quelqu'un de très sain, très bienveillant, plus âgé que moi, plus mature, extrêmement cultivé, mais qui est à l'opposé de moi, qui est très introverti, très machin. Donc il me faisait travailler sur des choses qui ne sont pas de ma personnalité à la base et qui m'a aidé à me forger, à prendre confiance en moi, à m'aimer, à me mettre au sport à fond. J'étais très sportive plus jeune, mais au lycée, évidemment, t'en fais un peu moins, comme tout le monde. Et puis après, comme tout le monde, comme beaucoup de mes amis. Et là, je me suis remise à fond depuis longtemps. Trop bien. Mais bon, voilà. Ok, bah écoute, Donc, merci beaucoup. C'est ça la Sixtine plus merci jeune. beaucoup. Hyper intéressant, merci pour le podcast et du coup pour cette vidéo qui finira dans mon vlog. Je t'enverrai le lien. Avec plaisir. Et bah, du coup, à bientôt. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Honnêtement, que tout continue à bien se passer comme ça. Que tout roule. Que tout roule, ouais. Trop cool. Merci Sixtine. Merci à toi.